Donc aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir un panel distingué de 3 personnes. Dr Ebtessam El-Ketbi, qui est fondatrice et présidente de l'Emirates Policy Center et professeure de Sciences Po à l'Université des Émirats Arabes Unis. Vous avez été nommé en 2015 en tant que membre du comité consultatif de la commission ou le Conseil des États du Golfe. Vous avez également été nommée une des femmes les plus influentes au Moyen-Orient et vous avez été largement récompensée pour cela. Et vous êtes une experte en politique. Ensuite, Camille Lons. Camille Lons est directrice adjointe du bureau de Paris et de l'European Council on Foreign Relations, où elle travaille sur les pays du Golfe, la géopolitique de la mer Rouge et les relations entre la Chine et le Moyen-Orient. Avant, elle était chercheuse à l'Institut international d'études stratégiques basé à Bahreïn et à Taïwan. Et avant ça, elle travaillait à l'ECFR sur le programme Afrique de l'Est. Et vous avez également été conseillère au Parlement européen sur les affaires liées au Moyen-Orient. Ensuite, nous avons Andreas Krieg, qui est professeur associé au King's College London et au Royal College of Defence Studies et un chercheur également auprès de la Royal College of Defence Studies. Il a passé beaucoup de temps à étudier tous ces pays du Moyen-Orient. Il a été impliqué dans des projets centrés sur la politique publique au Qatar. C'est un honneur de vous avoir ici. Nous allons donc nous lancer à titre introductif aujourd'hui. Les thématiques abordées aujourd'hui autour de cette table ronde. Dans un Moyen-Orient qui est en reconfiguration, les États du Golfe cherchent à redéfinir leur posture sur la scène régionale et internationale en pratiquant ouvertement des stratégies de multi-alignement. Nous allons donc en discuter. Et ils occupent une situation géostratégique très importante dans un continuum géographique et ils mettent à profit cet avantage géographique. Ils sont donc leur centralité dans la politique internationale a été renforcée par les affrontements de la dernière décennie, du printemps arabe, de la pandémie et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de tout ce qui concerne Gaza et la régionalisation du conflit. Il y a évidemment la rivalité avec les États-Unis, il y a de l'activisme chinois et russe et les conséquences des accords d'Abraham. Donc, les États du Golfe doivent naviguer la coopération sectorielle à leur avantage. En 2025, la confrontation directe entre Israël et l'Iran, l'intervention militaire américaine au Yémen et en Iran, en mai et en juin, ainsi que les défis climatiques et environnementaux impactent la sécurité au long terme des États du Golfe. Par leur action plus sélective dans la région, les États-Unis, néanmoins, restent un acteur déterminant, mais ils doivent réévaluer leur posture et envisager un rôle croissant en tant que médiateur de conflits internationaux. Cette table ronde va analyser tous ces défis tout en parlant des transformations, notamment économiques, et l'utilisation du soft power comme levier d'influence internationale. Je vous propose de nous lancer dans le vif du sujet. Chaque membre du panel va présenter son point de vue pendant 5 ou 10 minutes et ensuite nous allons passer aux questions. Ebtessam, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Ce n'est pas facile de participer à un panel après le déjeuner. Je vais essayer d'injecter de la caféine dans mon intervention. Je viens des États arabes unis, des Émirats arabes unis. Si on regarde notre région, la région arabe, le seul endroit où on a l'impression que l'avenir arrive, c'est dans les pays du Golfe.
et surtout, et nous cherchons toujours davantage de sécurité. Je vais aborder ce thème du point de vue de la puissance moyenne. C'est un nouveau concept appliqué ou applicable aux États du Golfe. Si on veut comprendre ce qui se passe et quelles sont les stratégies à l'œuvre. Au fil des 2 dernières décennies, les États du Golfe ont discrètement transformé leur situation d'acteurs régionaux à être des acteurs internationaux. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Oman. Ce sont ceux qui ont lourdement investi dans leur stratégie de puissance moyenne, de puissance intermédiaire peut-être. Il y a quelque chose d'important dans cette évolution de la nature du pouvoir en lui-même. Aujourd'hui, dans cet ordre mondial fragmenté, avec cette rivalité entre les grandes puissances, les taxes douanières de Trump changent ou bouleversent l'ordre mondial, nous mènent à un nouvel ordre. La puissance ne dépend plus seulement des dimensionnements militaires ou de la géographie, mais d'agilité stratégique, de connectivité et de crédibilité. Les États du Golfe, principalement les 3 que j'ai déjà cités, pardon, le Qatar et non pas l'Oman étaient dans les 3, sont des économies qui sont vouées à devenir des investisseurs économiques, des médiateurs stratégiques et des leaders en matière d'innovation. De ce fait, il y a une diversification économique. On pourra parler de leurs ambitions. Donc, une de ces ambitions, c'est la diversification économique, la mobilité mondiale du capital et la projection du soft power par le biais de la technologie, la diplomatie climatique et les actions humanitaires dans la région. Et nous voyons tout cela à l'œuvre actuellement. Cette transformation leur a permis à ces États de passer de situation de preneurs de politique à décideurs politiques. Il y a aussi la transition énergétique et la médiation et les efforts de reconstruction dans lesquels ils sont très impliqués. Nous connaissons actuellement une nouvelle expression de soft power et nous connaissons l'utilisation du smart power, qui est un mélange entre le hard power et le soft power. Dans ce monde polarisé, les États du Golfe ont maîtrisé ce que nous pourrions appeler du smart arbitrage, en engageant tous les acteurs principaux sans dépendre d'aucun. Cela est maintenant la nouvelle stratégie. Les États maintiennent des partenariats de défense avec les États-Unis, des liens énergétiques et d'infrastructures avec la Chine et un investissement technologique croissant avec l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Ce n'est pas que du soft power. Vraiment, ils y mettent des moyens. Voilà la nouvelle orientation stratégique. Cette orientation n'est pas de l'opportunisme. C'est une stratégie délibérée. La poursuite de l'autonomie et d'être au cœur du réalignement politique mondial. La capacité à agir simultanément sur de nouveaux centres nous a rendu un nouveau centre de diplomatie mondiale. Oui, nous sommes sous pression des États-Unis pour nous aligner, non, et de ne pas nous aligner avec la Chine. Il y a eu beaucoup de pression au niveau de la technologie, de ne pas adopter la technologie venant de Chine.
principalement, ça s'appliquait à la Chine. Mais les Émirats arabes unis ont réussi vis-à-vis de la 5G et de l'IA de ne pas nous laisser soumettre à cette pression. Ces États utilisent la connectivité en tant qu'outil du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est mis en œuvre non par le pouvoir, mais également par la technologie. Des projets comme le corridor Inde-Moyen-Orient, qui évidemment a été bloqué par la guerre au Gaza, mais la voie du développement, les EAU jusqu'à la Turquie, en passant par l'Irak, et il y a la mer Rouge avec le transport et l'acheminement énergétique. Ce sont des exemples de ces États du Golfe qui transforment la géopolitique en élément économique. Cela a un impact sur les marchés, mais surtout cela fait des États du Golfe un carrefour de pouvoir, d'énergie sur lesquels dépendent les autres. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est la médiation et le rôle mondial. Un autre pilier de ces stratégies de pouvoir intermédiaire, c'est la médiation stratégique. Le Qatar a connu beaucoup de succès en tant que médiateur, les EAU et également l'Arabie saoudite. Ils ont développé une réputation d'arbitre crédible avec l'Ukraine, le Soudan, l'EAU avec la médiation vis-à-vis d'autres pays et aussi une médiation en Afghanistan. Leur approche allie neutralité à la possibilité de maintenir l'accès à tous les acteurs des conflits, tout en soutenant des efforts humanitaires et la reconstruction des infrastructures. Les États du Golfe ont été parmi les seuls à pouvoir acheminer de l'aide humanitaire à la population de Gaza. Cela démontre notre importance. On a évoqué les accords d'Abraham. Il y a des principes de communication interreligion, de communication. Oui, c'est vrai que la mise en œuvre par Netanyahou n'était pas la bonne, mais si vous voulez vivre dans cette région, vous ne pouvez pas vivre sans l'interconnectivité. Si quelqu'un veut vraiment rester dans la région, cela ne peut pas se faire sans apaiser les relations avec leurs voisins. C'était cela l'idée qui sous-tendait les accords d'Abraham. Par ces biais, donc, les États du Golfe ont renforcé leur légitimité internationale et commence à changer leur réputation d'être une région volatile. Cette région est peut-être cette région qui englobe la Libye, le Soudan. Partout où on va, le peuple, les peuples vivent une région qui reste instable. Mais voilà pourquoi les États du Golfe s'interposent en médiateurs. Les États du Golfe ne peuvent pas bien se porter si cette région est en flammes. C'est pour ça que d'autres acteurs ennemis essayent de mettre le feu à la région. C'est pour pouvoir augmenter leur pouvoir économique. Vous avez anticipé une de mes questions, mais pour l'instant, je vais passer la parole à Camille. Camille, vous allez surtout nous parler des relations entre les États du Golfe et l'Europe, et aussi entre les États du Golfe et la Chine.
Oui, merci. Et je remercie le FMES de nous avoir réunis ici aujourd'hui. Donc, Ebdessan nous a donné sa perspective sur une perspective des Émirats arabes unis, mais qu'on retrouve aussi dans les autres grands pouvoirs de la région, l'Arabie saoudite et le Qatar, sur leur perception en tant que puissance régionale, mais également en tant que puissance intermédiaire dans un ordre mondial en évolution. Je vais essayer de vous expliquer ce que cela signifie pour nous en tant qu'Européens, en termes de comment nous nous engageons avec comment nous dialoguons avec ces puissances intermédiaires. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ces points que vous avez soulevés. C'est important de prendre la mesure des reconfigurations de pouvoir que nous avons vues au sein de ces États du Golfe au cours des dernières années. Il s'agit d'une transformation très rapide pour des pays qui étaient des économies de rentiers, qui sont devenus, qui étaient des puissances régionales, mais qui restaient centrées sur eux-mêmes. Mais maintenant, ils agissent sur la scène régionale et de plus en plus, ces États se perçoivent comme des puissances mondiales qui ont la capacité de façonner le débat autour de thématiques mondiales, de façonner les débats autour des technologies et des nouveaux secteurs technologiques. Cette évolution est radicale et je pense qu'elle s'appuie sur 4 éléments, notamment le printemps arabe. Depuis 2011, cela a été perçu par les États du Golfe comme un séisme régional majeur. Certains pays de la région ont été bouleversés par des manifestations et cela a poussé les États du Golfe à activement façonner leur voisinage régional d'une manière qu'ils ne l'avaient pas fait auparavant, en utilisant des outils diplomatiques et politiques afin d'influencer les développements régionaux. Donc le printemps arabe a été un point de bascule. À cet égard, le deuxième pilier qui a eu lieu à peu près au même moment, c'est le changement vis-à-vis des États-Unis. À peu près à la même époque, 2011, c'était le discours de Hillary Clinton sur le pivot vers l'Asie, le soutien au régime Moubarak. Tout cela a beaucoup changé la perception des États-Unis en tant que partenaire fiable. Et cela a entraîné tous les efforts de diversification avec d'autres partenaires, dont la Chine, qu'Ebdessan a mentionné. Et cela s'est fait au fil de différentes administrations aux États-Unis. Avec Trump aujourd'hui, les États-Unis se confirment comme étant un partenaire, mais est-ce qu'il est fiable? Et donc, les États du Golfe doivent vraiment se focaliser sur leur propre sécurité s'ils veulent pouvoir survivre dans ce nouvel environnement mondial. Le troisième pilier, c'est celui qui est axé autour de l'économie. À peu près à la même période, il y a eu la révolution des actionnaires aux États-Unis qui a complètement transformé le paysage énergétique. C'est le moment où les États du Golfe ont beaucoup parlé du pic de production d'hydrocarbures et que cela sous-tend à la fois la stabilité des régimes et le pouvoir d'influence de leurs dirigeants, et que cette influence pourrait être érodée à l'avenir. Et donc, cela a une influence sur les priorités économiques, comment préparer pour une économie post-hydrocarbures. C'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier, c'est qu'il y a eu également au cours des 10-20 dernières années un changement générationnel au niveau des dirigeants de tous les pays du Golfe, avec des dirigeants plus jeunes. En Arabie saoudite, par exemple, Ben Salman, quand il a été nommé en 2017, je crois qu'il avait 31 ans. Cher Tamim était jeune également quand il est arrivé au pouvoir.
il y a eu un changement générationnel avec donc une nouvelle génération de dirigeants dans les pays du Golfe qui perçoivent différemment leur place dans le monde et dans le Golfe et qui sont beaucoup plus ambitieux. Et cela a déclenché et facilité cette transformation de politique étrangère de ces pays. Tout cela, c'est pour dire que pour nous, Européens, les Européens ont été lents à percevoir cette transformation. Nous commençons à y parvenir. Au niveau de l'Union européenne, il y a 3 ans, le Conseil de l'Union européenne a adopté un partenariat stratégique avec les États du Golfe et nous avons ouvert une nouvelle commission dans le Golfe également. Et tout cela est très récent. C'était il y a seulement quelques années. Et donc, nous mettons du temps à augmenter, à nous impliquer dans la région. C'est vrai aussi au niveau de la France. Évidemment, nous avons une longue relation avec les Émirats arabes unis. Emmanuel Macron également s'est beaucoup engagé avec ce pays l'an dernier. Donc, il y a beaucoup plus à faire. Avant, il y avait une relation qui s'articulait surtout autour des hydrocarbures, des ventes d'armes. Et maintenant, on essaie d'étendre cela, d'élargir cela vers de nouveaux secteurs, notamment des secteurs en augmentation. Et nous cherchons davantage de coopération avec les États du Golfe sur les thématiques régionales, mais également à l'échelle mondiale. Il y a aussi quelques défis à relever. Le premier, c'est que je pense que les 2 dernières années ont été difficiles. Le 7 octobre, tout d'abord, a causé une érosion de la légitimité du discours européen vis-à-vis de la politique étrangère dans la région. Et cela a donc complexifié la relation avec certains pays de la région. Il y a eu également la guerre en Ukraine où il y a eu des frustrations côté européen vis-à-vis du manque d'alignement total des États du Golfe. Et donc, il y a eu des désaccords dans ce contexte. L'importance de l'Europe ou de l'Union européenne en tant qu'acteur économique sur la scène mondiale reste pertinente, mais elle est en déclin. Et vu du point de vue des pays des États du Golfe, les grands acteurs seront davantage en Asie. Il y a eu un changement en termes des marchés de l'énergie. Maintenant, cela est polarisé autour de l'Asie. Une connectivité aussi vis-à-vis des marchés asiatiques. C'est donc plus difficile pour les Européens de se positionner dans cet environnement. Il y a aussi le facteur Trump. C'est une année qui ne rend pas la tâche facile pour les Européens. Les Européens ont du mal à façonner le développement régional. Et depuis la réélection de Trump, les Européens se focalisent surtout sur la gestion de leurs relations avec Trump, un peu aux dépens du reste. Et peut-être que cela peut être perçu comme une opportunité parce que le manque de fiabilité du président Trump fait de l'Europe un partenaire qui semble plus stable. Et c'est là où les Européens pourraient essayer de mettre à profit la situation actuelle pour voir comment ils peuvent se démarquer un peu vis-à-vis des États-Unis sur ce front-là. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis également sur comment on voit la stabilité régionale en général. Il y a un accord avec les États CG sur un désir commun pour la stabilité régionale, mais pas sur toujours un alignement complet sur comment y arriver. Et comment y arriver. Donc, ceci est tout à fait normal. Et les États du Golfe essaient de protéger leurs intérêts qui ne sont pas nécessairement alignés avec tout ce que font les Européens. Cela amène des frictions, des problèmes
Comment est-ce qu'on peut adapter ici en Europe avec ces nouveaux acteurs qui deviennent centraux en ce qui concerne la politique régionale et au-delà? En même temps, on doit rester réaliste par rapport à leurs priorités et le niveau d'alignement entre nos priorités et les leurs. Donc, merci Camille. Comment est-ce qu'on envoie les messages appropriés? Avant de passer à des questions, bien sûr, Andreas, c'est à vous. Je pense que vous allez nous parler de la connectivité pour faire levier dans le monde international. Merci. Comme vous avez en tête déjà dit tout ce que je voulais dire, je viens de terminer un livre où je parle d'un concept que je parle des travail d'État centré sur les États. On parle beaucoup des réseaux. Lorsqu'on parle des réseaux, ici, dans ce contexte, on parle des réseaux technologiques. On parle de l'état de l'art de la guerre basé sur des réseaux. Par contre, ce dont je parle, c'est un changement dans notre façon de voir le monde. Pour beaucoup de personnes en Europe, il s'agit vraiment d'un problème européen. En Europe, on voit toujours le monde à travers l'lentille des États, avec le service civil et les fonctionnaires et les armées. On voit les conflits dans les frontières des États. Les États du Golfe ne voient pas le monde de cette façon-là. Puisque les États du Golfe sont stratégiquement très différents, ils ont adopté beaucoup des côtés bureaucratiques des États de l'Occident. En fait, c'est un État hybride. Vous avez l'hierarchie de l'État que nous l'avons ici, mais en plus, ils ont ces réseaux informels qui font fonctionner les pays et qui les rendent très agiles, qui leur permettent d'avoir une connectivité et qui personnalisent le régime politique. Ces réseaux, dans un monde centré sur le réseau dans lequel nous vivons, sont extrêmement puissants. Il faut imaginer le monde comme étant un réseau de flux et entre des nœuds. Et les nœuds ne sont pas seulement des gouvernements, ce sont des entreprises, des individus. Ils peuvent être également des gens qui font du commerce dans les matières premières. Et il est important de regarder le monde de cette façon-là parce que d'autres flux peuvent créer des liens entre ces nœuds. Cela peut être des flux financiers, commerciaux, des flux de personnes, des flux de matières premières, des flux de liquidités, de monnaie et de données. Bien sûr, l'IA joue un rôle très important, bien sûr. Si on regarde le monde en voyant un réseau de flux au XXIe siècle, ce qui est important, c'est comment est-ce que vous allez obtenir l'influence grâce à cette indépendance. J'enseigne la stratégie au Royaume-Uni. Nous voyons la stratégie comme la création de la puissance. Comment créer avec tous les moyens dont vous disposez en tant que nation, non pas État, mais nation, comment est-ce que vous utilisez toutes les ressources disponibles à une nation pour créer un effet de levier? Et les réseaux sont un étui extrêmement puissant pour pouvoir le faire. Et les États du Golfe ont réussi à le faire en orchestrant et en se connectant à ces flux internationaux. Et de plus, ils se sont intégrés comme étant des composants indispensables dans ces réseaux. Il y a 20 ans, on parlait des petits États du Golfe. Le AU, exactement, on disait qu'il voulait être pertinent. C'était une façon très arrogante de parler de ces États en disant ces petits États, ils voulaient être pertinents, ils voulaient être mignons. Maintenant, tout a changé, comme disait Camille déjà. La relation s'est transformée depuis 20 ans. Et si vous regardez l'EAU en sous-tout, je dirais que c'est le pays le plus puissant au Moyen-Orient, même plus que l'Israël, non pas à cause de la puissance militaire, à cause de la puissance de la connectivité. Ensuite, vous regardez l'Arabie saoudite, et la façon de mesurer l'influence n'est pas basée sur l'armée ou la taille de la bureaucratie ou le compte financier. Bien sûr, les comptes bancaires jouent un rôle important, mais c'est également la façon de manipuler la connectivité pour créer un avantage. Donc, en fin de compte, il s'agit de se rendre indispensable. Vous devenez un nœud, un moyen dans un réseau. Et ainsi, vous pouvez dicter les flux, vous pouvez fermer et ouvrir les flux, les robinets. Vous pouvez définir l'ordre du jour. On a vu dans les relations entre l'Europe et les États du Golfe, c'est les États du Golfe définissent l'ordre du jour. On le voit aussi dans les relations entre le Royaume-Uni et les États du Golfe. C'est eux qui nous dictent l'ordre du jour,
Et nous devons le suivre parce que c'est nous qui sommes les récepteurs. Le livre a commencé avec une idée qui est venue du bureau de Movement by Said. Ils ont fait une étude des réseaux et la puissance des réseaux et on voit cette stratégie qui se développe. Saint-Mester parlait de la connectivité, comment on a utilisé la connectivité pour obtenir de l'influence. Ce qui est intéressant avec l'EAU, c'est qu'ils sont un moyen central dans les réseaux financiers et dans les réseaux commerciaux et logistiques. Il ne s'agit pas seulement des ports. Dubaï était avec les plus grandes entreprises logistiques au monde et c'est les marchandises qui par avion. Tout ce qui passe par l'Afrique passe par l'EAU. Également le commerce des matières premières, par exemple l'or. Si vous avez de l'or, la plupart de l'or en Afrique est lié à des flux en Afrique. S'ils veulent obtenir un marché en Afrique, ils peuvent aller en EAU. Il y a très peu de contrôle. Cela crée un lien entre l'EAU et les élites de ces pays africains. Bien sûr, l'EAU prend le devant au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle avec les entreprises américaines et européennes. Si vous regardez vers l'avenir, les réseaux d'information qui sont créés actuellement vont être dominés dans le sud global par l'EAU. En Europe, on n'y pense pas du tout. Nous dépendons entièrement de l'infrastructure américaine. L'EAU, et en particulier, et les Saoudis essaient d'être plus indépendants. Ils achètent du côté américain et également du côté chinois. Donc, j'ai commencé en analysant l'EAU et ensuite je suis allé au-delà et j'ai essayé de regarder le Qatar. Le Qatar également, au niveau énergétique, est une superpuissance. Dans le gaz, surtout, ce n'est pas seulement le fait qu'ils produisent du gaz, ils exportent du gaz. Le Qatar a investi dans des points cruciaux en Argentine, aux États-Unis et en Afrique. Ils dominent tout le côté offre de l'énergie. Et encore une fois, c'est l'Europe qui reçoit. En Europe, nous n'avons pas de carte à jouer. Ils se sont également introduits dans ces réseaux d'acteurs non étatiques, que ce soit Hamas, les talibans et d'autres acteurs non étatiques. Si vous voulez accéder à certains de ces réseaux, vous devez appeler les pays. C'est la même chose que pour les Émirats. Ils sont liés à ces réseaux à Soudan et à Yémen. Ils sont connectés à des individus avec des dépendances bancaires vis-à-vis de ces pays. Donc, en fait, vous utilisez l'interdépendance comme une arme. Le développement, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer également. La Syrie ne sera pas reconstruite sans les États du Golfe. Et l'Europe va suivre, ne va pas définir l'ordre du jour. La même chose pour Gaza. L'Europe suit. Il ne définit pas l'ordre du jour. Et ce que la France a fait depuis 2 mois pour essayer de définir l'ordre du jour avec les solutions à 2 États, c'était remarquable, mais c'était possible parce qu'ils étaient soutenus par l'Arabie saoudite. En fin de compte, il s'agit d'autonomie stratégique. Cet état de gestion des États basé sur le réseau a permis pour ces pays-là d'obtenir une certaine autonomie. Merci beaucoup, Andreas. C'est très intéressant. Ma première question est pour vous, Andreas. Vous avez parlé de la connectivité pour faire effet de levier et pour être un outil d'influence. Vous avez dit que l'EAU est sans doute le pays le plus puissant, mais au Qatar également, ils ont développé une stratégie extrêmement intéressante à ce niveau-là. Ma question est, tous ces 3 pays sont souvent présentés comme étant des rivaux ou même des compétiteurs et des collaborateurs en même temps. La question que j'ai pour vous, est-ce qu'ils peuvent se permettre d'être divisés, surtout dans le contexte 2025? Est-ce qu'ils peuvent permettre d'être divisés et d'être rivaux dans cette lutte pour la connectivité sur la scène internationale? Rivaux, c'est un mot fort. À partir de 2007 et jusqu'en 2021, ils étaient effectivement des rivaux, mais ensuite, avec la réconciliation des États du Golfe, ils se sont réconciliés. Ils ont réussi à être beaucoup plus proches maintenant.
le 10 septembre, ce qui était remarquable, c'est que toute l'élite et les dirigeants d'Abu Dhabi et Dubaï sont venus à Qatar et ils se sont serrés la main pour promettre le soutien à Qatar. C'était remarquable dans le contexte du blocus. Ce que nous voyons également, c'est une compréhension du fait qu'ils ont des réseaux complémentaires. C'est là où les réseaux ne sont plus complémentaires, mais ils sont en concurrence. C'est là qu'il y a des frictions. Donc, en fait, il y a une intégration négative, pas vis-à-vis de l'Irak, comme voulaient les États-Unis, mais une intégration négative contre l'Israël comme étant la puissance déstabilisante la plus importante de la région. Ces pays ne peuvent que se développer qu'avec une stabilité régionale. Donc, la guerre et l'escalation des conflits ne les intéressent pas. Ce n'est pas dans leur intérêt. Netanyahu est imprévisible et Israël aussi, donc. Et pour les États de Golfe, il semblerait que l'Israël n'a pas de frontières. Donc, dans ce contexte, il y a une intégration négative où ils sont d'accord pour partager et mettre en commun les réseaux. Et dans l'administration américaine, vous avez un président qui utilise les réseaux également. La gestion des États basée sur le réseau informel est ce qui domine actuellement. Et tous ces pays ont essayé de s'intégrer dans le réseau autour de Trump et ils ont un impact sur la politique. Et ces pays travaillent ensemble contre les réseaux qui sont favorables à l'Israël. Donc, c'est une évolution remarquable depuis 5 ans. Si je devais décrire l'avenir des pays CCG, pour moi, là, le plus important, c'est la coordination régionale et la concurrence tactique. Lorsqu'il s'agit de la sécurité, vous allez trouver la solidarité. Avec l'invasion du Koweït par l'Irak, avec la révolution iranienne, également à travers la guerre Iran contre l'Irak, où également ils ont démontré la solidarité lorsque l'Irak a essayé d'intervenir en Bahreïn. Peut-être il y a eu des difficultés lors des printemps arabes parce qu'ils pensaient que cette menace allait arriver chez eux. Donc, ils étaient divisés entre Qatar et Oman. Qatar utilisait cela pour atteindre ses objectifs de médiation, mais cela ne leur a pas plu. Ils ne voulaient pas travailler avec les acteurs non étatiques. Donc, vous allez trouver une concurrence tactique, même au niveau de l'économie et de la connectivité, mais ils sont alignés avec le Doha et les autres étaient ensemble. Quand on regarde ce qui s'est passé à Doha, donc en fait, ils voulaient être protégés par les Américains. On va revenir pour parler du sommet d'urgence de Doha et la conséquence des attaques israéliennes. Tout d'abord, je voudrais parler d'un thème de votre présentation. Une question rapide. Vous avez parlé de ce concept de la couverture intelligente, smart hedging. Ma question en détail, c'est est-ce que dans les pays de Golfe, suite à la doctrine Obama dont on a parlé et les attaques en 2019 en Karaïs, lorsque les États-Unis ne sont pas intervenus en 2022 avec les frappes Houthis sur les installations saoudies, là encore, les Américains ne se sont pas dépêchés pour aider. Il y a une perception d'un désengagement des États-Unis dans la région. Mais est-ce que la Russie et la Chine et même l'Inde, est-ce qu'ils peuvent proposer quelque chose de valeur pour ces États? Avant, les États-Unis, c'était celui qui garantissait la sécurité. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers les pays européens? Ils font pivot vers l'Asie également. Ils font leur propre pivot. Qu'est-ce qu'a peut apporter la Russie, la Chine et l'Inde qui peut être utile pour les États CCG? Lorsque les Américains ont fait pivot vers l'Asie, nous l'avons fait également. Pourquoi ce ne serait pas bien pour nous si les Américains l'ont fait?
Ces pays ont découvert l'Orient à ce moment-là. Ils ont découvert pas seulement la Chine, également la Corée, également tous les pays asiatiques. Les pays du Golfe ont découvert que le point de basculement, c'était le printemps arabe. Ils ont décidé que les États-Unis n'étaient plus un partenaire fiable. Quand on regarde ce qui s'est passé en Égypte, où ils avaient de bonnes relations avec l'Égypte, Libye, Tunisie, et ainsi de suite, ils se sont dit qu'il y aurait un effet domino et que les Américains ne s'en préoccupaient pas. Ensuite, quand l'Iran a attaqué les intérêts EAU, les États-Unis n'ont rien fait non plus. Ils ont fait semblant de ne rien voir. Nous savions qu'avec le satellite, ils auraient tout vu, mais en fait, ils n'ont rien fait. Avec les attaques Houthis contre l'EAU, ce sont l'Israël qui est arrivé d'abord. Les Français aussi. Lorsque les Américains sont arrivés, ils ont dit « Ça, c'est notre chèque. Est-ce que vous pouvez le payer ?» Cela démontrait que cela ne voulait, pour plusieurs raisons, ce sont nos garants de sécurité, mais ils ne sont plus fiables, ils ne sont plus crédibles. Mais la Chine est libre de toute influence. Leur objectif principal, c'est l'économie. Les Chinois, ce qui les intéresse le plus, c'est l'économie. Ils veulent utiliser l'initiative Silk Belt Road. Nos ports sont alignés avec cette initiative chinoise, l'initiative des routes. Donc, ils ne sont alignés pas seulement avec un seul partenaire. L'Europe est un partenaire, reste un partenaire. Nous l'avons vu également lorsque nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le panier des Américains, avec le partenariat stratégique avec la France au niveau de l'intelligence artificielle. Cela démontre la diversification de notre source d'IA. La Russie ne peut pas garantir notre sécurité. Vous devez comprendre notre position par rapport à l'Ukraine. Cela vient du point de vue que votre ennemi ne doit pas être mon ennemi. On peut jouer un rôle de médiation dans ce conflit, plutôt que de choisir un côté. Nous voyons des doubles standards en Europe par rapport à notre cas dans la région. La Russie a choisi, on le voit dans la question palestinienne également. Nous nous sommes dit, donc, nous sommes bien positionnés par rapport à la Russie. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas d'accord avec n'importe quelle invasion. Lorsque nous étions contre Saddam et son invasion du Koweït, mais nous avons quelques intérêts avec la Russie. Les Américains disent que leur ennemi doit être notre ennemi également. Pourquoi? Ils disent soit c'est comme ça ou et pas autrement. Nous ne sommes pas d'accord. Et vous voulez avoir de bonnes relations avec tout le monde. C'est là que les réseaux peuvent réussir, la connectivité peut réussir. Si vous êtes aligné avec un seul acteur seulement, vous allez perdre. Merci, Abed-Sam. J'ai une question, vous pouvez y répondre n'importe lequel des trois. Concernant les États CCG, ils doivent apprendre des frappes israéliennes suite au sommet d'urgence à Doha. Donc, ma question est un peu provocatrice parce que je connais la réponse. Je voulais avoir vos réponses, bien sûr. Nous ne sommes pas sujets à la doctrine Carter. En peu de temps, nous avons vu que les frappes israéliennes à Doha
Et ensuite, un ordre d'exécutif de l'administration Trump concernant le Qatar, sur la frappe contre le Qatar. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre où nous en sommes? Est-ce que c'est la fin de la doctrine Carter? C'est la doctrine Carter 2.0? Quelles sont les relations des États du Golfe avec les États-Unis et avec qui traditionnellement garantissaient la sécurité? Et deuxièmement, est-ce que les États du Golfe peuvent mettre en place leur propre sécurité, architecture de sécurité? On disait qu'on pouvait peut-être utiliser une force péninsulaire pour le faire. Est-ce que c'est possible à votre avis? Question ouverte. Peut-être, pour être un peu provocateur, j'aimerais bien savoir quelles seront vos réponses. Nous avons parlé jusqu'à maintenant de la connectivité, l'investissement dans la technologie et l'IA, nos relations avec l'Asie et la Chine, et ainsi de suite. Mais pour moi, les États du Golfe ont une politique étrangère qui va contre un mur avec le retour des conflits dans la région suite au 7 octobre. Cela souligne une faiblesse majeure de la politique étrangère de ces pays qui, pendant les années avant le 7 octobre, ils étaient focalisés sur la réduction des tensions dans la région et le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, le rapprochement avec la Turquie, la réconciliation avec le Qatar et la normalisation avec l'Israël pour certains pays. La logique derrière, c'était de dire que avec les réformes économiques, nous avons besoin de la stabilité régionale pour pouvoir mettre en place ces réformes économiques dans la région et pour pouvoir focaliser en dehors de la région sur nos relations avec d'autres puissances pour attirer l'investissement de l'Asie et d'autres pays. Donc, en fait, il y avait une volonté de s'extraire dans un sens, certain sens du Moyen-Orient, et de mettre les problèmes du Moyen-Orient sous le tapis, et en espérant qu'en investissant et en jetant de l'argent vers les problèmes, cela allait créer une stabilité à long terme. Nous avons vu avec le 7 octobre que le problème revient de façon répétitive. On ne peut pas s'extraire de votre environnement d'origine si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes de sécurité. Je pense que c'est un appel qui doit nous réveiller. Dans une certaine mesure, je pense qu'il y a une certaine hésitation. Les pays du Golfe ont du mal à développer une vision pour savoir ce qu'ils doivent faire ensuite pour aborder ces défis régionaux. Le rapprochement avec l'Iran a été avantageux puisque cela a permis d'éviter une augmentation des tensions avec une escalade des tensions qui pourrait avoir un impact sur les pays. Mais les pays ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire ensuite. En fait, il s'agit de contenir les problèmes. La même chose pour les Houthis et la façon de gérer le problème des Houthis de la part des Saoudis. La même chose qu'avec le conflit entre l'Israël et les Palestiniens. Il y a également un manque de vision, puisqu'on ne peut pas façonner les développements, puisque actuellement, c'est Trump le seul acteur clé qui a une influence sur les événements. Encore une fois, il manque de vision, de visibilité sur ce qu'il faudrait faire ensuite. Et la même chose pour la relation avec les puissances externes. On a parlé de Chine. Avant le 7 octobre, on avait cette idée de dire que nous allons diversifier nos partenariats avec d'autres puissances. La carte Chine était utile pour faire un effet de levier pour obtenir certaines choses dans notre relation avec les États-Unis, comme une façon de marchander. Mais c'est facile à faire lorsque vous avez une stabilité régionale. Mais lorsque vous avez un conflit à haute intensité dans la région, les Chinois avaient disparu. Cela souligne la dépendance des États du Golfe sur les États-Unis.
Donc oui, ils essaient de développer l'autonomie stratégique, mais c'est pas facile. Donc vous dites qu'une différence stratégique, une différence entre la stratégie régionale et internationale. Andreas, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste tempérer ce que je disais tout à l'heure. Très rapidement, puisqu'il faut laisser un peu de temps pour des questions. Andreas et ensuite Ebetsam. Donc il y a 3 idées. La défense, les idées. J'ai oublié le 3e. Les dollars. Ce sont les 3 dépendances dont souffrent les États du Golfe qui n'arrivent pas à surmonter. Donc, les limites sur l'autonomie, c'est la dépendance sur les États-Unis dans ces 3 domaines. Concernant l'Iran, je pense que le rapprochement a été plus significatif qu'on aurait pu penser, surtout entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Pour revenir à la question de la connectivité, quelqu'un à Abu Dhabi m'a appris quelque chose, même avec les accords Abraham, l'Arabie saoudite, Qatar, Doha, ils n'ont pas vraiment une façon de communiquer avec l'Israël. Israël ne sait pas de s'intégrer de façon efficace dans la région. Ils ne veulent pas être connectés avec cette région du monde. Ils ont une mentalité de bunker. La difficulté, les Iraniens sont difficiles, oui, il faut les contenir. Ils ont été attaqués et que certains pays dans le Golfe sont contents de voir cette détérioration de la situation pour les Iraniens. Mais au moins avec les Iraniens, on peut leur parler. Donc les Iraniens, les entreprises utilisent l'EAU pour plein d'échanges de matières premières, etc. Donc on peut parler avec les Iraniens. Mais il est impossible de parler avec l'Israël. Vous êtes confronté par un mur, c'est comme vous avez dit. Et je pense que l'erreur que font les États du Golfe jusqu'à ce jour, jusqu'à cette frappe contre le doigt, c'est qu'ils n'ont pas utilisé leur influence sur Trump. Ils ont promis d'investir 3 trillions de dollars collectivement à Trump. La question est s'ils étaient vraiment prêts à dire soit vous faites ça à Gaza ou on enlève notre investissement, ce qui n'est pas facile à dire, bien sûr. Ils ont le fait de levier pour le faire. Mais de la même façon, l'Israël a beaucoup d'influence avec le réseau également. Avec le temps qui passe, on a vu une érosion de cet impact de l'Israël sur la politique étrangère des États-Unis. Et cet effet de lobbying des États du Golfe augmente. On voit de plus en plus de coordination régionale à ce niveau-là, qu'on n'a jamais vu avant, jusqu'au juin de cette année, lorsqu'il y a eu des frappes. Mais la situation est en train d'évoluer. Vous avez parlé de la force péninsulaire. En fait, c'est vraiment un tigre de papier pour la plupart. Mais s'ils étaient d'accord pour mettre en commun les ressources, ils pourraient atteindre quelque chose. Ils pourraient atteindre les objectifs. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de ne pas le faire? Vous disiez qu'ils n'ont pas de vision. Dites-moi quelle est la vision de l'Europe, des États-Unis. Les seuls pays qui ont une vision, c'est la Chine. Les Chinois savent ce qu'ils veulent. Les États du Golfe ont une vision. Il y a la vision 2030, 2071. Ils savent quelles sont leurs ambitions. Leur faiblesse, c'est la sécurité. Et nous avons essayé de combler cette lacune par le biais d'une conciliation avec l'Iran. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se confronter à l'Iran. Et si cela arrivait, les États arabes ne seront pas derrière eux. C'est ce que nous avons vu avec le Yémen. Voilà, nous devons donc gérer la situation sécuritaire dans la région par le biais d'une réconciliation avec tous ces acteurs. Ces acteurs sont des opportunistes. Combien d'argent est-ce qu'il faut investir dans cette région? Nous avons beaucoup investi, mais il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas de reconnaissance. Parce qu'on nous regarde, nous, les pays du Golfe, et c'est la même image partout dans le monde. L'image, c'est que nous sommes des ballons d'hydrocarbures et de margent, et que nous sommes vides, par ailleurs. Et nous allons démontrer que non. J'étais en Égypte, j'ai un ami égyptien ici, il faisait partie d'un panel. Et c'était juste après la deuxième révolution en Égypte. Et cet intervenant disait
vous venez du Golfe, nous vous avons éduqué, nous vous avons appris à gérer votre économie. Et j'étais la seule représentante du Golfe à cet endroit. J'ai dit oui, c'était vrai dans les années 60, au début des années 70. Mais maintenant, nous sommes les moteurs de votre économie, nous gérons vos institutions. Cela ne signifie pas que nous n'apprenons pas. Nous n'avons pas à avoir honte de cette époque. À l'époque, nous n'avions rien. Mais maintenant, nous contrôlons beaucoup de choses. Et c'est pour cela que maintenant que nous réussissons quelque chose, on s'en prend à nous. Parce que nous venons du Golfe ou parce que nous sommes assis sur des hydrocarbures. Je ne comprends pas. Je n'ai pas la réponse à cela, Ebtissam, dit l'hôte. Nous allons maintenant passer aux questions dans l'auditorium, les questions qui ont été posées par le biais de l'application et celle qui a reçu le plus de votes vis-à-vis de votre vision des EAU en tant que centre névralgique imbriqué dans un réseau. Est-ce que vous pouvez nommer quelques flux ou influx ? Est-ce que vous pourriez nommer quelques flux? Alors, c'est une question difficile, je ne suis pas sûre de même la comprendre en français, dit la présentatrice. Vous posez-la en arabe, dit Ebtissam. Je vous donne un exemple. Nous n'avons pas encore évoqué beaucoup la Russie. Les EAU sont probablement l'allié le plus proche au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, alors on imagine cette grande puissance, la Russie, et une petite puissance, les EAU, mais la réalité de ce flux est entièrement différente. Les EAU sont réellement les plus puissants des deux dans cette relation. La raison étant que la stratégie du Moyen-Orient de la Russie et sa connectivité envers l'Afrique en particulier est entièrement gérée par des goulot d'étranglement dans les Golfe. Le financement, les matières premières. Si on regarde les différentes entreprises, ce sont des entreprises qui font du business dans les États arabes unis. Et les EAI pourraient interdire des activités de ces entreprises et la Russie n'y pourrait rien. J'ai donné juste cet exemple pour vous démontrer l'équilibre du pouvoir. Un autre exemple, ce serait l'énergie pour le Qatar et la Chine. Le Qatar n'a besoin de rien de la part de la Chine en matière d'énergie, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Le Qatar pourrait fermer ce goulot d'étranglement énergétique et la Chine n'y pourrait rien. Cela montre en quelle mesure les effets de levier fonctionnent dans un monde constitué en réseau. Oui, donc je pense que ça répond bien à la question. Je vais prendre la troisième question et non pas la deuxième, parce que cela me permet d'aborder un sujet sur lesquels je n'ai pas encore pu vous interroger, c'est sur les effets du changement climatique. Nous savons que la région est sujette aux effets de la désertification liée au changement climatique. Quelles sont les stratégies? Nous avons évoqué les visions, la vision 2030 par exemple. Nous voyons maintenant que MBS commence à parler des visions 2040-2050. Le temps se fait court. Il me semble qu'ils en sont conscients. Ils doivent donc probablement revoir leurs stratégies et les redimensionner. Quelles sont leurs stratégies au vu de challenges aussi transversaux que la désertification? C'est une question pour n'importe lequel des trois d'entre vous. Les hydrocarbures resteront. Le pétrole restera. Oui, pas pour toujours, mais pour longtemps. Le monde reste dépendant du pétrole. Cette vision consiste à voir que le monde commence à se retirer de sa dépendance au pétrole. C'est pour ça qu'il y a cette vision 2071. Ce sera lorsque le dernier baril aura été exporté. Nous devons nous y préparer. Souvenez-vous de l'hydrogène. L'EAU, maintenant,
exporte l'hydrogène à l'Allemagne. Nous avons également commencé à utiliser l'énergie solaire. Nous essayons de faire en sorte que nous ne sommes plus dépendants du pétrole, mais plutôt de le mettre à profit pour commencer à mettre en œuvre d'autres stratégies, comme par exemple les véhicules électriques. La Chine, par exemple, continue d'avoir besoin de pétrole. L'Inde, l'ensemble de l'Asie. Nous nous préparons à une économie verte, mais ce sera vis-à-vis des exportations. Et je pense, vis-à-vis des exports, pardon. Et par rapport au changement climatique, eh bien, il y a les véhicules. Dans un pays basé sur le pétrole, est-ce que nous sommes vraiment crédibles dans ce domaine? Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Question suivante. Une question sur le projet Néon en Arabie Saoudite. Est-ce que cela ne devient pas trop ambitieux pour MBS? Est-ce que cela pourrait devenir trop coûteux, par exemple? Peut-être la question plus large qui sous-tend celle-ci, c'est celle que j'avais commencé à aborder. Le calendrier change et doit changer vis-à-vis de ces grands projets et des visions telles que Vision 2030. Les données économiques sont bonnes. Néanmoins, les États CCG, et notamment les EAU et l'Arabie Saoudite, doivent se recalibrer. Quels sont les leviers? Qu'est-ce qui compense? Alors, il n'y a pas de représentant de l'Arabie Saoudite ici, donc c'est difficile de répondre à leur place. Donc, non, je ne peux pas représenter l'Arabie Saoudite à cet égard parce que je pense que Néon n'était jamais un projet exécutable. C'était une opération de communication. Et je pense que bon, déjà, tout d'abord, ce n'est pas basé sur les hydrocarbures, mais sur l'énergie au sens plus large. Et je pense que les États du Golfe vont continuer de l'exporter. L'Europe va continuer d'en dépendre. Donc, il y a toujours cette dépendance. Et je ne pense pas que la diversification vis-à-vis des hydrocarbures ira assez vite pour que cela mette fin à l'instabilité. Pour que cela entraîne une instabilité, surtout vis-à-vis du pétrole et du gaz. Mais il y a donc un contexte macroéconomique, simplement parce que les EAU et le Qatar sont très résilients. Cela ne signifie pas forcément que cela va changer les donnes pour ces pays. Année sur année, les revenus de ces pays diminuent malgré l'augmentation de la marge de bénéfice. Il n'est pas réaliste pour l'Arabie Saoudite de continuer à d'atteindre ce niveau de prix. Donc, en ce moment, on est en train de parler du prix au point mort. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent les prix et cela entraîne des pertes. Tous les macroéconomistes disent qu'il ne s'agit pas d'une stratégie qui est pérennisable. Donc, les visions actuelles de ces pays visent principalement un public régional. Est-ce que c'est vraiment une manière pérennisable de dépenser leur argent au vu des défis macroéconomiques auxquels la région est confrontée, notamment l'Arabie Saoudite? Il nous reste 1 minute. Je ne pense pas que nous n'ayons le temps de répondre à une dernière question parce que ce sont des questions assez complexes et je pense que peut-être Camille voudrait en dire un peu plus. Je voudrais ajouter quelques propos complémentaires vis-à-vis de l'énergie et des hydrocarbures et la question de l'avenir des revenus du pétrole est fondamentale et c'est une des raisons pour lesquelles les États du Golfe mettent en lumière ou focalisent leur discours sur l'importance continue du pétrole dans le monde et
on prévoit que le pic de demande de pétrole arrivera vers la fin des années 2020. En fait, cela signifie en fait un plateau. Et donc, en fait, pendant des décennies, il y aura en réalité une demande mondiale pour le pétrole qui restera similaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, à l'avenir, la production mondiale de pétrole pourrait se recentrer autour du Golfe. Il y a un compte-rendu très intéressant qui est sorti il y a un mois sur le rendement, la baisse des rendements des puits de pétrole aux États-Unis. Et en fait, la production de pétrole au Moyen-Orient est un des moins chers et des plus écologiques, entre guillemets, dans le monde. Et donc, il y aura probablement dans les décennies à venir, au fil de la baisse des prix et que certains producteurs sont obligés de sortir du marché, le monde va donc se refocaliser sur la production dans les pays du Golfe et cela donc renforcera la domination des pays du Golfe sur les marchés pétroliers. Merci pour ce dernier commentaire. Merci à tous pour ces informations très utiles et nouvelles. Merci. Au revoir.